Cette chanson de Jacques Prévert, en deux mots, illustre quelque chose qui est totalement sorti, enfin, qui va revenir un peu à la télévision ce soir, mais qui est sorti de notre mémoire collective. C'est tout, ces dizaines, voire on est sur des chiffres qui atteignent 200 à 300 000 enfants, qui depuis mettraient, on le voit sur cette image, en 1839, une colonie agricole pour enfants délinquants ou considérés comme non responsables des délits qu'ils avaient commis, et qui vont parcourir notre histoire collective aussi pendant des décennies. Et on n'entend plus parler aujourd'hui, où il existe très peu de nouvelles études, sauf chez les spécialistes en quelque sorte, sur ce qu'on a appelé les bagnes d'enfants, c'est-à-dire qui accueillaient aussi des délinquants ou bien des orphelins. Bon, je vous passe quelques éléments parce qu'il faut laisser du temps aussi pour pouvoir un peu dialoguer. Mais revenons à Belle-Île. Cette carte postale est assez extraordinaire parce que la colonie pénitentiaire et maritime de Belle-Île recevait donc des jeunes enfants, des mineurs délinquants, pour se préparer au métier de la mer. Mais regardez cette carte postale, vous voyez que le bateau qui a été dressé pour habituer les enfants à leur futur métier de matelot, soit dans la marine, dans la royale, comme on dit, dans la marine nationale, soit sur les bateaux de pêche, eh bien, le bateau est construit sur le sol du fort. Tout simplement parce qu'on voulait éviter, donc les exercices se passaient à même à terre, on montait dans les hauts bancs, on voulait éviter ce qui avait existé quelque temps auparavant, où les enfants, il est arrivé un incident, un accident, un meurtre, où l'accompagnant de ces enfants délinquants sur le bateau s'exerçant à la manœuvre eh bien, avait été assassiné et noyé par les jeunes pensionnaires de la colonie de Belle-Île. Mais qui finissent quand même, les conditions sont telles qu'ils se révoltent en 1934 pour une bricole. Mais ce que raconte aussi Jacques Prévert, c'est que nous sommes à l'été 1934, il y a tous les touristes qui sont aussi à Belle-Île et que ça va être une chasse générale, y compris les touristes présents dans l'île qui vont s'amuser en quelque sorte à poursuivre les enfants et à les remettre à la maréchaussée. Tout ça a suscité une véritable campagne de presse dans ces années 30, porté par le Front populaire, porté par le ministre de la Justice du Front populaire, porté par la gauche de l'époque, effectivement quelque peu scandalisé par ce type d'image, par des reportages, et qui vont organiser des manifestations dont on n'a pas idée aujourd'hui. Voilà une photo, vraiment d'une mobilisation populaire assez considérable pour mettre fin à ces colonies agricoles ou à ces colonies pénitentiaires ou colonies correctionnelles, selon les noms qu'on donnait, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ordonnance de 1945 qui reprend un petit peu à zéro ce problème de la délinquance juvénile et des punitions auxquelles les enfants, les mineurs étaient soumis. Donc voilà quelques titres aussi de la presse de l'époque. Vous voyez, Ce Soir, qui était un quotidien proche du Parti communiste, précise que 100 000 Français avaient manifesté contre les bagnes d'enfants. Et peut-être un petit peu aussi pour soulager cette atmosphère, je me suis amusé dans cette passion du crime, si on peut dire, par rapport au 19e et au 20e siècle, à utiliser des phrases ayant à voir avec la phrénologie et avec la bosse du crime, ou est-ce qu'on le criminel né, etc., à reprendre des phrases de scientifiques de la fin du 19e, et en particulier chez le professeur Lacassagne, pour voir si la phrénologie pouvait s'appliquer à un certain nombre de profils d'aujourd'hui. Alors, toutes les phrases que vous allez voir, même si c'est quelques minutes, quelques dizaines de secondes, sont absolument tirées de revues scientifiques de l'époque. Donc la phrénologie, l'analyse du crâne du personnage que vous avez sur l'écran permet de remarquer la bosse de la rapacité, de la voracité et de la lubricité.
Alors, pour ne quand même pas, parce que ce serait trop facile, s'attaquer qu'à des hommes politiques ou chefs d'État étrangers, on peut aussi prendre quelques phrases concernant notre propre personnel politique. Vous comprenez que derrière le côté un peu humoristique de cette présentation, c'est une façon aussi de montrer comment ces textes pseudo-scientifiques du 19e et du 20e autour du criminel né ou de la bosse du crime vous amènent à des choses qui, à l'époque, à partir du moment où on avait une face énergique grossièrement sculptée, symétrique, etc., vous amenaient déjà plutôt pas très bien barrés devant une cour d'assises. Les oreilles très écartées de la tête étaient aussi considérées dans un certain nombre de textes de l'époque comme un signe d'instinct éventuellement meurtrier. Alors, le regard dur, énergique, violent est aussi un signe que l'on a affaire à quelqu'un pouvant relever de la justice. Alors, ça, j'ai trouvé autre chose, c'est la description du comte Dracula par Bram Stoker en 1897. Le nez aquilin, le front bombé, les sourcils broussailleux et l'expression cruelle de la bouche. Et Alexandre Lacassagne nous met aussi en garde sur les criminels qui se rapprochent de races primitives par la grande envergure. Lacassagne a fait tout un article, par exemple, en montrant la longueur des bras par rapport à celle des jambes. Et si effectivement la longueur des bras n'est pas tout à fait conforme à un équilibre qu'il considérait comme normal par rapport à la longueur des jambes, nous avions affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux. On trouve aussi des textes qui tendent à montrer que chez les dames, un trop grand écart entre l'orteil du doigt de pied, gauche ou droite du reste, et le doigt d'à côté, si l'écart est trop grand, nous avons affaire à des personnes tentées par la lubricité, pouvant les mener jusqu'à la prostitution. Donc, je n'invente rien, ce sont évidemment des textes, je vous les donne simplement pour vous montrer à quel délire on a pu arriver à un moment. Et Lacassagne, combien connu quand même à Lyon, avait aussi, vous le savez peut-être, un service de table assez particulier où il avait fait graver des inscriptions qu'il avait notées sur des tatouages de militaires des bataillons d'Afrique où il avait été nommé comme jeune médecin. Et il avait noté tous les tatouages et tout, avec les dessins bien sûr, et avec les proverbes qu'il trouvait sur ces forçats. Donc il en avait fait, ça faisait très chic pour les dîners en ville bien sûr. Alors on retrouve quelques assiettes du service de Lacassagne avec le caractère dessiné sur la peau des bagnards, méprisé par les gens, aidé par Dieu. Donc il a relevé comme ça un certain nombre de devises qui figuraient sur ces forçats. Fascination pour cet univers, fascination pour le bagne, hein, donc là vous voyez à nouveau détective, police, magazine, et puis le grand texte d'Albert Londres en 1923, racontant le bagne, remettant le bagne devant un grand public, ne jouant pas un rôle, parce que ça vous le lisez partout, que Albert Londres a joué un rôle sur la suppression du bagne. C'est absolument faux, puisque son article paraît en 1923, et le bagne n'est terminé, c'est un décret-loi du Front populaire, qu'en 1938. Donc on le lit, on l'associe le nom d'Albert Londres à la suppression du bagne, ce qui n'est pas juste historiquement. Ce qui est juste, c'est que la dénonciation qu'il fait d'un certain nombre de dérives sécuritaires en Guyane font que quelques améliorations vont être données par décret en 1925. Mais Albert Londres va profiter en quelque sorte de son séjour. Il est aussi un homme de spectacle et il va créer le texte d'une chanson qui va être enregistrée de reste en 1929 et 1930 grâce à Lucienne Boyer sur un texte donc d'Albert Londres. Et puis, nous aurons ensuite une chanson de Louise Michel, enfin, poème de Louise Michel, un cas avec Albert Londres, nous avons en quelque sorte un lien avec la Guyane, et avec Louise Michel, nous aurons un lien avec la Nouvelle-Calédonie. La Loire
bateau de chien, on mène crever sur une île. Mais alors apparaît la belle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre corps de coquins. Et dans la forêt solennelle où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adorait la belle. D'un temps que l'on est à Cayenne, on a fait le tour du malheur. Le bon est devenu voleur et le loup s'est changé en hyène. Le vieux bagnard est sans ressort, sans honte, il vivra dans la honte. Il fait l'affaire avec le sort, la belle est morte, il a son compte. Mais alors apparaît la belle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre corps de coquins. Et dans la forêt solennelle où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la belle. Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, hirondelle fidèle, où vas-tu? Dis-le-moi. Quelle brise t'emporte, errante voyageuse. Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, dans l'inconnu muet ou bien vers d'autres âges, vers les astres errants qui roulent dans les airs. Oh, laisse-moi pleurer, pleurer quand de tes ailes tu rases l'herbe verte et qu'au profond concert des forêts et des vents tu réponds des tourelles avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers. Des rivages lointains pour vivre loi suprême. Il me faut comme à toi l'air et la liberté. Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, hirondelle fidèle, où vas-tu? Dis-le-moi. Quelle brise t'emporte, errante voyageuse. Écoute, écoute. Je
je voudrais m'en aller. Ah,